Salut les étudiants, clients et web spectateurs pour une courte vidéo sur les material functions. Alors, comme les matériels instances, les matériel fonctions, c'est une expression de matériaux. Donc vous ne comprendrez pas ce que c'est si vous ne savez pas déjà comment fonctionnent les matériaux. Il y a une vidéo liée dans la description à cet effet. Alors, quel que soit le modèle du matériau, par défaut ce que fait un matériau, c'est que ça prend des données. Ici on a 4 textures et ça les convertit en attributs nommés. Donc la roughness, la couleur, la normale. Jusque-là, rien de nouveau. Alors, en plus, dans un matériau, parce que nos matériaux ne font pas que convertir des données en attributs, même s'ils font toujours ça, à un certain regard, c'est des opérations. Alors, par exemple, ici, notre roughness, on y ajoute une valeur, ce qu'il ne faut pas idéalement faire, mais on verra ça plus tard. Ici, on utilise un mask paramétré pour comparer une normale qu'on a mis comme texture à une autre normale. Donc, on a une opération de comparaison, une opération mathématique. Et ici, on fait quelque chose sur comment les UV sont affichés avec un tiler. Par exemple, on veut que ça se répète 2 fois. Voilà. Donc on fait des opérations UV, des opérations mathématiques, des opérations de comparaison. Une material instance, c'est prendre un ensemble de ces opérations, le mettre à part, et puis de re-référencer dans notre graphe. Alors, pour que ce soit clair, on va faire plusieurs exemples. Donc, j'ai par exemple ici, bienvenue à Ville-Neige. J'ai moi-même 2 matériaux que j'ai créés. Alors, normalement, on ne va pas les utiliser tel quel dans la scène, mais c'est une démonstration. Donc j'ai mTopSnow static. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est cette affaire-ci. Ce que fait mTopSnow static, c'est qu'il prend basiquement les directions normales, il les applique sur l'objet et il crée un masque noir et blanc, jusqu'ici, qui ajoute de la neige au sommet des objets. En plus, il le mélange avec un matériel de neige légèrement scintillant que j'ai créé ici. On va tester ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore de matériel instance en tant que tel. Donc voilà, il applique de la neige au-dessus des objets. Alors ici avec une couleur de fond de mauve que j'ai fait parce que c'est très visible, c'est ce que j'utilise là. Et quand on le bouge du coup, bah, la neige elle reste appliquée au-dessus des objets et ça s'ajuste pas. Alors, j'ai aussi créé mTopSnow Dynamic qui est le même matériel mais la neige est dynamiquement toujours posée au sol. Alors avant de voir comment créer une material function de 0, je vais vous montrer comment on va convertir la logique qu'on veut de ces 2 matériaux en une seule material function qu'on peut utiliser après. Alors 2 choses. D'abord, on va choisir où mettre notre fonction. Ici, elle existe déjà, mais je vais en créer une nouvelle. Ce sera clic droit, material, material function. On va créer une petite material function juste après, mais c'est important de voir comment on distille des grosses parties des données dans des petites. Donc on va appeler ça tuto enneigement. Alors on peut voir que dans notre material function, on a juste une sortie. On peut rajouter des entrées, mais basiquement, elle nous donnera une sortie par défaut. Alors on va prendre dans TopSnowMask, qu'est-ce qui contribue à la fonction? Tout ça, c'est des effets de matériaux. C'est pour que la neige soit brillante, etc. Donc nous, on veut juste le masque qui dit ça c'est au-dessus, ça c'est en dessous pour l'enneiger. Donc ça, on va le mettre à part. On n'en a pas besoin. Alors tout ce qui est connecté à ça, on n'a pas besoin. Donc finalement, notre fonction, c'est à partir d'ici. Alors on a donc tout ceci. Alors si vous avez suivi les tutos, vous savez qu'à clamp 01, on peut rajouter ça par saturate, mais c'est du détail. Ça, c'est ce qui vérifie l'inclinaison des normales. Ça, c'est ce qui vérifie qu'est-ce qui est au sommet de l'objet. Alors, les nodes en rouge, c'est des données, mais au lieu d'être des données genre des textures ou des valeurs, c'est des choses qui viennent du moteur. Donc la position de l'objet, des normales, du monde. Et ça, c'est une autre petite material function. Donc, vous voyez que
elles reviennent. Donc on va prendre tout ça jusqu'au node commun multiply ici. On va aller dans notre fonction et on va recoller. On va reprendre ça, le mettre là. Donc là, on a pour notre placement statique de la neige toute la logique qu'on a créée précédemment dans la fonction et elle va connecter au résultat. Si on connecterait au résultat, la fonction fera juste rien. Donc là, on obtient tout ce qu'on a fait là dans un résultat. Alors, on va reprendre la version dynamique. Et en réalité, la seule chose qui change, c'est qu'au lieu de ma petite fonction qui prépeint la neige ici, prend juste les normales de l'objet. Donc on va copier ça. C'est une entrée. On va la mettre ici, à la place. Et on veut pouvoir choisir. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter à static switch parameter. Alors, par défaut, ce sera dynamique. Ce sera peut-être plus simple que ce soit statique par défaut, comme ça les gens voient ce qu'ils font, puis on peut le rendre dynamique. Donc on va mettre hop, hop, on le connecte ici, et on va appeler le paramètre enneigement statique. On a donc le choix du mode, et puis toute notre logique qui met un masque au-dessus de l'objet. On peut voir l'aperçu. Je vais sauvegarder. Alors, on va créer un matériel d'exemple. Alors, on va créer des données utilisables. Par exemple, on va mettre la couleur orange. Voilà. Alors, une couleur de neige, ça va être blanc. Bon, genre là, on ne met pas du blanc pur, hein, mais c'est un exemple. Et pour comparer ces deux couleurs, on va aller chercher le masque, la material function qu'on a créé. Donc, je vais faire CTRL espace, ma petite librairie, function tuto enneigement, elle est là. Alors, je vais la faire glisser et je l'ai ici. Donc j'ai toute la logique, je peux double-cliquer dessus pour aller dedans, et le résultat. Et dedans, j'ai tuto enneigement. Ça prend moins de place, c'est plus lisible, et ça fait exactement ce pourquoi j'ai créé. Donc on va comparer nos deux couleurs avec l'ERP, qui est d'une interpolation. On va lui dire A, ce sera une couleur, B, ce sera l'autre couleur. Et ce qui les différencie, c'est le masque qu'on a créé dans enneigement. Je crée le résultat et hop, il a placé la neige automatiquement au-dessus de l'objet en fonction de la direction de normale. Alors là, on se dit, ah, c'est chouette, mais il est où mon paramètre? Ce qui est une bonne question. Et la réponse est dans l'instance. Donc si vous vous rappelez du cours sur les matériels instances, qui devrait être la vidéo juste avant celle-ci, eh ben, quand on va créer une instance de new material, on va récupérer le paramètre. Donc on va le faire. Je vais sauvegarder. On va aller donc matériel instance. Quand je vais dedans, j'ai enneigement statique, oui ou non. On va mettre sur un objet que vous voyez un peu ce qu'on fait. Alors, tac, 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 voilà. Bah tiens, on a une voiture. Par défaut, l'enneigement est dynamique. Mais si je le mets en statique, il reste là où on l'a mis au départ. Fascinant. Voilà, donc ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Contrast par power, gradient offset, gradient scale, port max. Ce sont les paramètres que j'ai
dans la material function. Et gradient offset, scale, contrast backward, qui permettent de contrôler la quantité et la qualité de l'enneigement. Donc les paramètres qu'on crée dans une material function, s'ils ne sont pas extériorisés, ils réapparaîtront dans les instances du matériau pour qu'on puisse les contrôler. Alors on va avoir fini avec ça, vous avez compris l'idée. Le masque, il sert tout autant pour choisir la couleur, mais si par exemple notre neige était extrêmement brillante et notre matériel extrêmement rough, on peut faire un autre lerp, deux valeurs de roughness, on va faire deux constantes. 0 pour la neige qui est en B, 1 on fait dans l'extrême pour le matériel orange, et on utilise de nouveau tuto enneigement pour l'alpha. Vu qu'on l'utilise qu'une fois, on a la même quantité de mat là-dedans pour une alpha, donc autant l'utiliser plusieurs fois pour plusieurs attributs, vu qu'on a fait le calcul qu'une fois. Et là, ce serait mes différentes roughness. Voilà, évidemment, c'est un exemple, la neige n'est pas censée être brillante à 100%, mais c'est pour qu'on voit bien le contraste. Donc, une petite synthèse. Une material function, c'est prendre les opérations, ça peut être différentes opérations et des opérations combinées, et en faire, donc toutes ces opérations, un seul petit bloc qui les contient et qui fait quelque chose. On peut y mettre des entrées et on peut y mettre des sorties. On va créer nous-mêmes une nouvelle material function que vous pouvez créer vous-même pendant, qui va être beaucoup plus facile. Alors, nous voilà avec le matériel le plus basique de l'existence. Donc, on a nos données, deux textures, une couleur et une normale connectées à la couleur, l'attribut et l'attribut normal. Ce qui nous donne ce petit mur de briques. Jusque-là, un sorcier, hop et hop. Alors, par défaut, l'objet il est mis par rapport aux UV. Donc, si on étire ou qu'on rapproche l'objet, on obtient un résultat variant. Alors, comme la plupart de vos matériaux de surface, vous allez généralement vouloir pouvoir l'étirer, enfin, l'élargir ou le rétrécir pour mieux couvrir une surface. Pour ça, quelque chose que vous allez ajouter très souvent dans un matériau, c'est un tiler. Alors pour créer un tiler, on utilise texture coordinate. Et texture coordinate, c'est ce qu'il y a par défaut dans le slot UV. Donc vous voyez, si je le mets là, ça ne change rien. Rien du tout. C'est parce que c'est la valeur par défaut. Et pour augmenter la répétition de notre matériau, c'est une opération UV. Donc ce qu'on fait en général, c'est multiplier par un chiffre, un paramètre. Alors les paramètres, c'est des scalaires, donc c'est des valeurs qu'on peut changer soi-même. On va mettre scalar, et c'est basiquement, voilà, on va mettre 1. Alors, texture coordonnate multiplié par 1, c'est toujours la même chose, c'est la valeur par défaut. Sauf que c'est plus d'opérations que de ne rien mettre, évidemment. Mais logiquement, on a exactement le même résultat. Le fait qu'il soit en train de calculer, ça m'inquiète un peu. Mais on va être surpris. Alors, pourquoi j'ai n'importe quoi? Parce que par réflexe, j'ai mis 1. Sauf que 1, c'est pas la valeur par défaut, c'est le nom. Donc je l'ai appelé 1 et j'ai mis une valeur de 0. Donc on va mettre default value 1. Slider max, on n'a pas besoin que ça se répète plus de 64 fois. On va mettre 64. Slider min, 0 c'est pas top. On va mettre 0.0001. Voilà. On a de nouveau 1 et on va appeler notre paramètre Tyler. Jusque là, rien de fou. Si je mets 2, il se répète 2 fois. Mes briques sont donc plus petites par rapport à la hauteur et la largeur. Eh bien, plutôt que de refaire ça à chaque fois, c'est pas très long, c'est pas très compliqué. C'est pour un command Tyler. On va créer une material function qui le fait. Donc je vais CTRL espace, aller dans mes fonctions, on va mettre material function tuto. J'appelle toutes mes fonctions tuto puisque je veux pouvoir les supprimer après.
J'ai déjà des versions plus efficaces et plus coûteuses dans mon... Alors c'est un tiler. Comme on l'a vu précédemment, les paramètres sont dans l'instance. Donc on veut qu'on n'ait pas à shipper dans le matériau, mais dès qu'on fait une instance du matériel, on ait l'option pour changer. Donc on va appeler ça instance tiler. Alors évidemment, on va double-cliquer dessus. On obtient notre petit matériel. On va copier ce qu'on a ici. Hop. On va coller. On va retourner dans notre tuto instance styler. On va faire coller. Et on va le brancher à la sortie. Donc on a en début de notre matériau les textures coordonnées multipliées par une valeur qu'on peut choisir dans l'instance et le résultat qui va modifier les UV selon les textures coordonnées. Donc maintenant, dans chacun de vos nouveaux matériaux, vous voudriez pouvoir l'ajouter. Et si on tape instance, on voit qu'il n'y est pas. Alors c'est un peu dommage qu'on a pris la peine de le faire pour que ce soit dans le projet. On va retourner dans Texture Instance Styler, notre petit matériel. On va double-cliquer dans le vide et on va chercher Expose to Library. Et alors là, je le coche, je sauvegarde. Si j'ai bien retenu son nom, maintenant quand je serai, ça on n'en a plus besoin, vous avez compris que ça marche. Je suis dans mon matériel de briques, clic droit, tuto, Instance Styler, il y est. J'ai plus qu'à le connecter dans mes UV. Ce qui fait que maintenant, à chaque matériel de surface où je vais avoir plusieurs textures à répéter, j'ai qu'à ajouter mon tuto instance styler. C'est propre, c'est efficace et on comprend ce que ça fait. Alors évidemment, on va tester que ça marche quand même, ce serait dommage. Donc, je mets ça sur le côté. Je vais sauvegarder ça, on va le mettre avec l'autre. Voilà. On le duplique, on crée une instance, on le duplique pas. J'ai aussi fait une vidéo sur la matériel instance, un peu avant dans la chaîne. On le met sur notre objet. Et quand on va aller dans l'instance, on va pouvoir voir qu'on a notre paramètre, et seulement notre paramètre, Tyler, que l'on peut éditer. Alors évidemment, il s'édite un peu vite parce que j'ai mis un maximum très élevé, mais si on met 2, il se répète 2 fois. Si on met 3, il se répète 3 fois. Alors la normale et la texture sont toujours alignées, puisqu'elles ont les mêmes répétitions, hauteur et largeur. Voilà, donc on a créé une petite matérielle instance, ici, et tout ça, on peut le prendre dans ce petit bloc-là, et le mettre, et le connecter, comme si c'était toute la logique précédente. Donc, vous pouvez revisiter la première partie avec la neige, on a fait exactement le même processus. Alors, je vais vous montrer deux autres exemples de Material Function qui sont dans d'autres projets à moi. Donc on se revoit quand j'ai ouvert ceci. Bienvenue dans un de mes projets professionnels qu'on voit très très rarement dans les tutoriels. Alors, MF5 un répertoire, c'est un de mes répertoires où je fais des copies des fonctions que j'ai créées pour utiliser ultérieurement. Alors on va pas toutes les visiter, on va vous en montrer une très simple et une plus complexe pour exemplifier deux choses, mais basiquement, si on peut voir que j'ai une triplanaire, donc une projection triplanaire, j'ai une fonction qui projette sur une seule direction, une fonction qui fait répéter le sol, tout en ajoutant des variations, une fonction qui ajoute différents étages selon la hauteur, un masque basiquement. Les fonctions sont souvent des masques chez moi, mais elles peuvent faire d'autres choses. Alors, on va aller dans la première fonction que je voulais vous expliquer, qui est le laser race RI. Alors, RI, c'est quoi? Roughness, quelque chose. C'est pratique à oublier le nom de ces fonctions, editor. On va aller dedans pour vous montrer ce que ça fait. Alors, si on a l'ARI directement, c'est pas très indicatif, mais je vais créer un petit matériau pour le montrer.
Alors, petit matériel de démo qui n'existe absolument pas. On a une couleur et une roughness. Alors, ce que fait notre roughness, normalement ce serait une texture de roughness que vous avez obtenue ou d'un site de texture, donc une texture au niveau de gris, ou d'un de vos logiciels comme Substance Designer pour composer votre texture. Et un problème qu'a Unreal, c'est que, enfin un problème, c'est que la courbe de roughness, donc qu'est-ce qui est le plus sombre, qu'est-ce qui est le plus clair, est pas toujours la même que par exemple dans Substance Designer. Donc ce qu'on a tendance à faire, c'est une opération qui est add un paramètre scalaire qui a une petite valeur comme 0.2, je ne vais pas me faire avoir, add ref, par exemple 0.2, et puis on le connecte à la roughness pour comparer. Alors ça, on pourrait le convertir en une petite material function. Mais ce qui serait idéal, c'est bon, déjà, on peut arriver au-dessus d'une valeur de 1, donc en théorie, il faut mettre un saturé derrière. Mais ce qui serait idéal, c'est plutôt que d'ajouter à la force brute une valeur, c'est qu'on puisse augmenter la valeur minimale ou réduire la valeur maximale et toujours rester dans 1. C'est basiquement ce que j'ai fait au départ dans la laserie. Donc en fait il y avait le nom, je n'ai pas besoin de m'en rappeler, c'est Roughness Range Elementary Editor. Donc ce que ça fait, c'est que ça prend notre valeur de roughness qu'on a ici, qui est en théorie une texture, et ça l'utilise comme masque pour comparer une valeur minimum, qui est de 0, et une valeur maximum, qui est de 1. Et puis ça fait un saturate, comme on l'a mis derrière. Donc, je vérifie qu'elle est exposée en librairie. C'est ça que fait la fonction. Vous voyez qu'en fait, ça, ce sont des inputs. Donc, par défaut, il faut toujours que je mette une roughness, puisque c'est un éditeur de roughness. S'il n'y en a pas, ça ne sert à rien. Donc, j'ai désactivé use preview, ce qui fait que si quelqu'un ne rentre pas une roughness, la fonction ne marche pas. Parce qu'elle n'a pas besoin de marcher si elle n'édite pas une roughness. C'est un éditeur de roughness. Alors, la valeur de 0 et de 1, elles sont très bien. Le fait qu'elles soient là, c'est-à-dire qu'on peut les changer, et on va peut-être les changer, sinon on est là. Mais si par défaut on veut changer que l'un ou l'autre, il faut que les deux aient une valeur par défaut déjà cochée et déjà choisie pour fonctionner. Alors, quand je suis dedans, je peux l'ajouter. Laserize. Je branche ma roughness dedans. On va regarder le résultat. Alors là, il n'y a aucune roughness branchée, donc par défaut, ça donne ça. C'est brillant à gauche, pas brillant à droite. Si je le branche là-dedans, pour l'instant, ça ne change rien. C'est ce qu'on veut par défaut. C'est que ça fonctionne sans rien changer jusqu'à ce qu'on édite. Et alors, contrairement à l'autre matériel où on avait des scalaires qui étaient accessibles dans l'instance, ici, ce sont des inputs. Donc on les ajoute en faisant input, function input. Et puis on les paramètre à l'intérieur selon le type qu'on veut. Les inputs, on les récupère ici. C'est les entrées de ma fonction. Donc, par défaut, roughness plafond maximum, ce sera un scalar qu'on va appeler max d'une valeur de 1. Vous voyez que si je mets 0, bah, le maximum c'est 0, le minimum c'est 0, donc ça devient entièrement brillant. Alors je vais le copier pour faciliter. C'est aussi un scalar qu'on va appeler min. Il faut changer le nom avant de l'éditer, sinon ça édite les deux. 0 et roughness min, ça fait 0. Donc là, on a les mêmes plafonds et sol de valeur, donc ça change toujours rien. Mais maintenant, si je veux que tout soit plus rough, ce que vous ferez plus souvent que l'inverse dans Unreal, bah ma valeur minimum peut être de plus, donc de 0.2. Et alors, ça fait que pour les plus basses valeurs de roughness, elles sont augmentées de 20%, mais les plus hautes valeurs de roughness, genre 0.9, bah, elles seraient qu'à 0.92. Donc en fait, plutôt que d'ajouter en force brute une valeur, on a compressé la courbe. Et ces paramètres scalaires, qui sont maintenant dans le matériel, seront disponibles dans l'instance, puisque la fonction elle-même ne nous donnait aucun paramètre qu'on peut récupérer dans l'instance. Alors, bah, vous voyez que ça marche. Je peux donc augmenter le minimum. On va remettre ça à 0. On peut réduire le maximum. Si je mets 0.6, c'est plus brillant partout. Et le plus rough, c'est 0.6, mais pas moins. Donc on peut le descendre très très bas.
Alors notez que, parce que c'est des vraies maths, euh, si vous changez les valeurs, que votre minimum est au-dessus de votre maximum, vous allez inverser la roughness. Voyez. Donc il y a moyen de faire des choses bizarres. Ah, maintenant c'est plus brillant de ce côté-là que de ce côté-là. Mais alors si j'augmente le maximum et le minimum, vous voyez, on a inversé notre roughness, mais c'est pas ce que je veux faire. Donc max ce sera 1, min ce sera 0. Voilà. Donc notre fonction fait cet ensemble d'opérations qui est une comparaison par rapport à des valeurs pour éditer dynamiquement la roughness. Alors, vous pouvez refaire vous-même un RREE. Moi, je le donne à mes Patreons, mais ce serait bien que tout le monde utilise ça par défaut parce que c'est plus efficace que de brutalement juste ajouter une valeur de roughness. C'est une façon très 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 simple d'utiliser une material function pour obtenir un résultat désirable dans quasiment tous les matériels. Alors maintenant, on va retourner dans un autre projet et je vais vous montrer une fonction beaucoup plus complexe que vous ne pourrez pas reproduire à la volée pour vous montrer que certaines fonctions contiennent d'autres fonctions qui contiennent d'autres material functions. C'est ça qui est fun. Alors, bienvenue à vous dans un projet à moi qui est plus récent mais qui est dans Unreal Engine 4. Donc on est dans une interface un peu plus rétro, mais c'est parfaitement fonctionnel. Alors pour un peu illustrer tout ce qu'on a vu avec les material functions avant la conclusion, basiquement j'ai ce magnifique matériel qui permet de créer des fausses pièces à l'intérieur d'un volume. On ne peut pas vraiment les traverser, c'est des projections dans la profondeur à partir de textures. C'est toujours des plafonds, c'est toujours des sols. Alors pourquoi je vous montre ça? Ce matériel-là, c'est cette instance. Vous voyez, c'est en réalité un effet de surface qu'on peut paramétrer avec tous ces paramètres. Pourquoi je vous montre ça? C'est, on va aller chercher où sont les material functions qui ont servi à sa création. Alors, ça c'est le matériel à la complexité basique. Notez qu'il marche différemment dans l'aperçu, ce qui est assez drôle. Mais je voulais vous montrer deux trois choses, comment l'objet est séparé en material function qui elles-mêmes ont des material functions. Alors, puisque l'aperçu marche pas, on va le minimiser. Donc ici, on a une donnée, c'est une texture qui est mélangée avec plusieurs choses. Alors, cheap contrast, c'est une material function, mais c'est pas moi qui l'ai créé, c'est le moteur qui l'a créé. Donc, il y a des material functions qui seront faites par Unreal. Alors, en fait, on peut voir que on affiche la texture, c'est une texture avec des effets. Ça pourrait être une material function, mais ça n'en est pas une. Et elle est mélangée par transition à travers un masque à cette material function. Alors, ça c'est la fonction principale du matériel. Je vais aller dedans et elle-même, elle permet de créer donc les répétitions du faux bâtiment à l'intérieur. Alors, on peut voir qu'on a d'autres fonctions du matériel comme Swizzle qui mélange les chaînes, Split Component qui sépare le canal RGB. Alors, pour utiliser de la randomisation pour que certaines pièces soient plus éclairées ou de couleurs différentes, j'avais besoin d'un générateur d'aléatoire 3D. J'ai créé un générateur aléatoire 3D qui est donc super laser, super random Ajector 3D. Et on peut aller dedans et on voit qu'il n'a aucune nouvelle material function, donc il est au fond de la complexité. Alors, on peut voir que j'ai de nouveau des chargements de textures qui sont en fait des HDR. Si vous avez vu la vidéo sur le cube mapping, ce sont des pièces cubiques aplaties dans une texture et puis reprojetées. A split component, local position, combiner des floats. Donc finalement, il n'y a pas tant de choses que ça. On a une autre fonction qui permet de faire de l'aléatoire qu'on a combiné ici, et puis des fonctions de base du moteur qui sont relativement simples. Donc dans notre, je vais revenir à la synthèse initiale.
Oh, j'ai perdu le matériel. Alors, donc, dans le matériel principal, on a plusieurs material functions qui elles-mêmes contiennent une combinaison de plusieurs material functions qui elles-mêmes contiennent des material functions du moteur. Mais si on devait caser tout ça dans le matériel principal, on aurait un truc immonde où les choses sont interconnectées avec des liens partout. Alors que là, on a cette fonction, elle projette mon espace 3D, je la combine avec une texture, j'utilise des contrastes pour créer des masques. C'est simple. Et puis chacune des fonctions à l'intérieur font quelque chose de différent qui contribue au résultat total. C'est un peu ça, la magie des material functions. Donc basiquement, vous pouvez mettre des material functions comme bloc de construction dans d'autres material functions, dans d'autres material functions. Alors n'oubliez pas votre degré de complexité, parce que ça peut vite devenir dangereux. Mais un truc que vous allez refaire à chaque fois, mieux vaut faire une petite material function et la recaser dans chacun de vos graphiques. Voilà. Alors en conclusion, les material functions, c'est un outil pour réduire la complexité de nos graphes et ça permet de reprendre un petit composant mécanique qu'on fait à chaque fois. C'est pour ça qu'on appelle ça des fonctions. Une fonction, elle fait une ou plusieurs choses. Si vous faites qu'utiliser des matériaux et que vous en créez jamais, vous aurez besoin d'utiliser les instances pour l'optimisation, pour pas demander à votre matériel de compiler à chaque fois. Mais les fonctions, c'est possible que vous fassiez une carrière d'utilisation sans jamais même créer une seule material function vous-même. Alors, c'est un peu dommage de se priver, mais c'est pas le domaine de tout le monde. Donc voilà, une petite synthèse. Si jamais vous vous rappelez pas, on crée une material function dans clic droit, matériel, material function. Dedans, on a toujours une sortie. On veut mettre une entrée, on ajoute un input. On peut en ajouter autant qu'on veut. On peut changer leur type. Scalar, c'est une valeur, donc de 0 à 1 qu'on peut changer. Vector 2, c'est pour ce qui est des UV. Vector 3, c'est par exemple une couleur ou un ensemble de directions. Et vous avez d'autres attributs. On a nos entrées. Vous pouvez entrer des choses du moteur comme vertex normal raw space. Donc les nodes rouges, c'est des entrées. Et puis vous faites des opérations. Alors évidemment, je ne fais pas une fonction qui marche, hein, c'est juste pour vous montrer, qui donne un résultat. Et puis toute cette logique-là, double-clic, exposer en librairie, et vous pouvez les récupérer dans d'autres matériels. Voilà, alors, j'espère que ça aura aidé. Si c'est un peu flou, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. Si vous créez une material function après avoir vu le tutoriel, dites-moi ce qu'elle fait aussi dans les commentaires. Et moi, je vais créer du contenu exclusif pour Patreon. Bon travail à vous, quelle que soit l'heure de la journée, et à la prochaine!